pour cette table ronde sur le métavers. Là, on est vraiment dans la promesse des rencontres de l'avenir. Le métavers, c'est d'ailleurs un sujet qui a été traité plusieurs fois dans l'Express, et il y a un excellent podcast accessible sur le site de l'Express sur le métavers qui est vraiment remarquable. Alors là, on a encore le meilleur panel pour le métavers. Non, mais je vais te laisser les présenter. Mais enfin là, c'est vraiment, ce sera le meilleur moment pour comprendre, voilà, le métavers et les enjeux. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup Nicolas, bonjour mesdames, messieurs, merci d'être venus encore aussi nombreux donc, pour cette deuxième journée, c'est pas fini, une troisième journée donc demain bien entendu. Bah oui, c'est vrai, quand on parle des rencontres de l'avenir, on ne peut que parler de métaverse, de NFT, de blockchain. Ça vous parle ou pas? On va tout vous dire, C'est encore un peu furtif comme petit monde. C'est le Web 3. Voilà, on va voir ça dans un instant. C'est un territoire quasi infini, un land, comme diraient certains, justement, pour un Internet plus créatif, plus sécurisé aussi, plus innovant, plus intelligent. Et vous verrez que tout ça est vecteur peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, de nouvelles façons peut-être de consommer, de découvrir de la musique, découvrir de la peinture également, bien sûr, en matière de formation également. Enfin, tout ça, on va vous donner le maximum d'exemples pendant 1 heure. Vous aurez évidemment la parole juste après pour poser toutes les questions, parce que je suis sûr que vous allez avoir 1 million de questions à poser à peu près autour du métaverse. Je vais vous présenter ceux et celles qui vont vous accompagner, qui vont vous répondre. À mes côtés, il y a Gérald Bronner, sociologue, auteur des Lumières à l'ère numérique. À ses côtés, il y a Aurélie Jean, scientifique, entrepreneur. Les algorithmes font-ils la loi? C'est la question qu'elle se pose également dans son dernier opus. L'économiste Pierre Bentata est avec nous. De l'esprit de... l'esprit de servitude au XXIe siècle. Voilà, c'est ça. Non, pardon, j'écris avec des pattes de mouche et ma vue basse, tout ça, bien sûr. À ses côtés, il y a Raphaël Dohan, magistrat essayiste, le rêve de l'assimilation. Alors lui, il ne collabore pas à l'Express, mais comme on est très, très sport, il a fait un dossier entier sur le métaverse dans Le Point. Voilà, je l'ai cité très, très, très bas comme ça. Et juste à côté, il y a Robin Rivaton, essayiste. Souriez, vous êtes filmé. Alors là, j'ai cité 5 bouquins, leurs 5 opus que vous pourrez retrouver après sous le chapiteau. Vous pourrez d'ailleurs faire dédicacer. N'oubliez pas, si mes calculs sont bons, que Noël, c'est dans un petit peu plus d'1 mois. Ils seront à votre disposition juste après. Le métaverse, les NFT, la blockchain. On va faire un peu le métaverse pour les nuls. Tiens, Aurélie, s'il te plaît. Explique-nous ce qu'est le métaverse, ce que sont les NFT, ce qu'est la blockchain, mais vraiment le plus pédago possible, qu'on ait une base. Possible. Ah ouais, D'accord. ouais. Alors, merci pour l'invitation, merci d'être tous là. Donc le métavers, c'est difficile à exprimer parce que c'est à la fois quelque chose qui naît et qui n'est pas encore. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que le métavers, c'est grosso modo la contraction du mot méta et du mot univers. Et c'est en fait un univers parallèle, numérisé, complètement imaginaire sous pas mal de formes, qui n'est pas nouveau. Souvent, quand je dis aux gens, vous savez, il faut toujours contextualiser dans les temps longs. Le métavers n'est pas nouveau puisqu'il a déjà été développé en fait à des fins de divertissement, que ce soit dans les jeux vidéo ou autres, à des fins d'éducation, comme par exemple la formation des pilotes se fait avec des univers de type métavers. Et puis, on a aussi, donc ça c'est le domaine de l'éducation, et puis on a aussi le domaine de la santé, dont on parle peu, mais par exemple, on va pouvoir traiter certaines douleurs grâce à des métavers, on va pouvoir calmer des enfants, on va pouvoir, par exemple, on peut faire des IRM à des enfants avec des univers complètement, avec des écrans dans l'IRM pour calmer, en fait, le niveau de stress de l'enfant, etc., etc. Donc le mot est un buzzword, si je puis me permettre, puisqu'en fait, il regroupe pas mal de choses qui existent déjà, d'autres qui n'existent pas encore et sur lesquelles les scientifiques et d'autres gens travaillent. Comment ça marche? C'est quoi? Il faut mettre un casque virtuel, Aurélie? Alors, oui et non. En fait, le métavers, le casque est un moyen d'avoir accès au métavers. Mais le casque n'est pas le seul moyen d'avoir accès au métavers. Et je vais envie de dire, si on commence comme Meta l'imagine d'avoir tous des casques, c'est d'avoir un téléphone portable multiplié par 10 en termes de composants, de hardware, d'impact écologique, etc., etc., donc matériaux rares. Donc je ne pense pas que le casque soit la solution in fine, ça risque d'être un gros problème, je pense. Mais cela étant dit, le métavers peut avoir plein de formes, et c'est ça qui est intéressant.
Et tu parlais de NFT. En fait, la NFT, pourquoi? Parce que c'est des mots qui sont a priori différents et ça parle de deux choses complètement différentes. Pourquoi on parle de NFT? La NFT, c'est littéralement d'avoir... Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste des NFT, même pas du métavers. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je fais cette table ronde. Oui, pourquoi? Au revoir, Aurélie. C'est pas grave, à bientôt. on va improviser. Mais en tout cas... Elle est très modeste. Je suis clown aussi à côté. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les NFT, à la base, donc, c'est associé à la blockchain, c'est-à-dire que ça permet de faire des transactions numériques et sécurisées, d'avoir exactement. Voilà. Et pourquoi ça intéresse le métavers? Parce qu'on pourrait faire un métavers entièrement sur des NFT. Pourquoi? Parce que grâce aux NFT, on pourrait chacun posséder quelque chose dans le métavers, un bout de territoire, un costume, un objet, etc. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art, voilà, pas mal de choses. Un disque. Mais c'est vraiment deux choses séparées. Ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi avoir un métavers sans NFT, ce qui est le cas de pas mal de métavers qui existent déjà depuis longtemps, qui n'ont pas le degré de sophistication qu'on souhaite avoir dans les prochaines années. Voilà. Et donc pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui? Parce qu'on a des capacités de calcul qui nous permettent d'aller plus loin. On a des nouveaux, en particulier dans ce qu'on appelle le computer vision, donc c'est tout ce qui est visuel. D'ailleurs, le domaine du jeu vidéo est à regarder parce qu'ils sont beaucoup plus en avance sur tout le monde, et ce qui est normal. Et puis, donc, capacité de calcul, des nouveaux usages, voilà. Et puis, on voit l'impact étant parlera sûrement dans plein de domaines, que ce soit dans le domaine commercial, de l'éducation, de l'exploration, etc. Et puis, donc, le métavers, c'est pas bien ou mal. C'est comment tu le fais, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis, il y a d'une part les challenges scientifiques et techniques liés au métavers, et puis à côté, tu as aussi l'impact sociétal, écologique, dont il faut parler aussi pour avoir des bonnes pratiques responsables de comment on va faire ces choses-là. On en parlera justement au cours de cette conversation sur les usages. Est-ce qu'il y a des abus? Comment est-ce que mieux l'encadrer ou pas? Robin, encore un petit mot quand même sur la définition de ces espaces virtuels partagés que sont le métavers, qu'est le métaverse par exemple? Je m'inscris pleinement dans ce que vient de dire Aurélie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition précise. Aujourd'hui, ce mot, il est utilisé du point de vue du business des investisseurs pour désigner 3 ou 4 plateformes qui se sont désignées comme des métavers ou métaverses en anglais, qui sont des Decentraland, qui sont Sandbox, qui ont associé des univers virtuels dans lesquels vous êtes libre de vous promener, libre d'interagir avec l'environnement tel qu'il est, et qui ont créé soit des jetons, comme on l'a dit, non fongibles, donc qui étaient vraiment spécifiques et uniques pour que chacune des actions qu'un joueur fasse dans cet univers-là... Ces jetons, ce sont les NFT. Hein, voilà, des NFT. Sont garantis par la blockchain. Soit enregistrés, suivis, tracés. Donc ça, c'est une première définition qui a eu beaucoup de buzz, et c'est celle qui a fait que tout d'un coup, tous les directeurs d'innovation de toutes les entreprises de taille moyenne et grande ont reçu un mail de leur directeur général leur disant quelle est notre stratégie métavers. Et donc, mais aujourd'hui, on voit bien que ça a été quand même très largement soufflé pour plusieurs raisons. C'est que l'expérience immersive de ces univers est au final assez décevante. Elle correspond à des choses qu'on a déjà connues il y a 10 ans ou 15 ans dans un certain nombre de jeux vidéo. Et donc, au final, ils ont eu du mal à retenir les joueurs ou des utilisateurs. Il y a eu un côté spéculatif, parce que comme le mot a buzzé, tout le monde s'est dit « mais je veux mon bout de métaverse », et donc chacun est allé acheter un bout de terrain dans ces univers-là, et donc ça a créé une spéculation qui est assez vite retombée, puisqu'à la fin, ces objets, même virtuels, n'ont de valeur que s'il y a des utilisateurs et des usagers qui les fréquentent. Des consommateurs, oui, bien sûr. Voilà, et vous avez beau avoir recréé le grand centre commercial du coin dans le métavers, si personne n'y va, s'il n'y a personne qui y va, vous avez recréé rien du tout, un ensemble de pixels. Ce qu'il faut préciser, Robin, c'est que c'est un monde totalement infini où tout est possible. Hein. C'est-à-dire que, comme on utilise des pixels, si on veut faire les rencontres de l'avenir dans le métaverse, imaginons, puis j'ai envie que la bouteille, elle vole comme ça, au-dessus de moi. Je peux très bien l'imaginer. Ouais, on peut totalement imaginer ces cas d'usage, mais encore une fois, ils existaient dans un certain nombre de jeux vidéo il y a très longtemps. Donc ça, c'est la définition étroite. Il y a une définition large du métaverse, qui est celle qui a poussé quand même Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook et l'un des 5 plus grands groupes mondiaux, à changer le nom de son entreprise. Donc quand on change le nom d'une entreprise, c'est rarement pour rien. Et il a baptisé son nouveau groupe Meta. Et donc sa vision à elle, c'est une vision qui est un peu plus large que ça, qui est une vision qui est de dire que en fait, le métaverse, c'est grosso modo la nouvelle ou la prochaine génération d'Internet. C'est-à-dire qu'on va avoir un remplacement, notamment des téléphones portables et des smartphones, par des casques ou des lunettes, et qui vont faire que les technologies qu'on appelle de réalité augmentée et de réalité virtuelle vont pénétrer dans nos quotidiens. Réalité augmentée, c'est quoi? C'est-à-dire que je vous vois en tant que tel, mais j'ai une surcouche
d'informations qui arrivent au-dessus de la réalité telle qu'elle est. Donc surcouche d'informations qui me dit, je ne sais pas, il reste 34 minutes dans notre table ronde. Monsieur un tel et monsieur un tel. Tout un ensemble d'informations, je peux imaginer. Réalité virtuelle, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que je ne suis plus dans la réalité ici, je suis dans un monde qui est virtuel ou imaginaire. Et ça, c'est la vision qui est une vision très importante parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir en permanence de l'information qui va nous arriver par ces lunettes ou ces casques. Ça veut dire, et c'est ce sur quoi Meta a beaucoup travaillé, le contrôle ou l'interaction avec ces objets ne se fait plus par la main ou par les pouces en l'occurrence, il se fait par des contrôles qui sont directement liés par de la lecture transcrânienne. Donc on lit les impulsions électromagnétiques de votre cerveau pour pouvoir interagir avec cet univers-là. Et si ce que je vous raconte vous paraît de la totale science-fiction, sachez bien que ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que c'est la prochaine évolution vraiment du smartphone. Beaucoup des grands groupes de technologie, j'ai mentionné Facebook / Meta, mais tous les grands groupes aujourd'hui, Google a ressorti ses lunettes connectées, Apple va sortir les siennes l'année prochaine, Microsoft a ses HoloLens qui sont des lunettes connectées, un casque de réalité virtuelle qui a été très largement diffusé. Donc tous les grands groupes sont sur ce que sera le successeur du smartphone et qui incorporera ces technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et, Gérald Bronner, il l'a parfaitement expliqué, Romain Rivaton, il y a un instant, on est dans le futur, c'est le futur de l'Internet, c'est le Web 3, justement. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ça existe, mais ça n'existe pas encore complètement. Hein. Il y a plusieurs métaverses qui s'agrègent. Hein. Finalement, il n'y a pas encore d'univers unique destiné au métaverse. Hein. Non, ce qui est intéressant d'un point de vue sociologique, c'est que c'est aussi un objet imaginaire, en fait, hein, sur lequel on rêve, à propos duquel on rêve, et d'ailleurs qui a été précédé, tout simplement, par la littérature et par les films de science-fiction. On a des exemples dans la littérature, dans les films de science-fiction, de métavers complets, c'est-à-dire d'univers qui sont décorrélés du réel et qui sont continus. Mais ces univers décorrélés du réel et continus n'existent pas encore. Ce qu'il existe, ce sont des alvéoles de réalité virtuelle. Donc, en effet, vous pouvez visiter un musée, par exemple, vous pouvez avoir toutes sortes d'expériences, on en parlera après, parce qu'il y a des choses qui sont très décevantes, il a été dit. Et c'est vrai, moi-même j'ai un casque de réalité virtuelle, donc j'ai essayé de faire un peu de l'ethnologie, et on est à la fois fasciné par certaines choses, déçu par l'incommodité de certaines autres, on y reviendra. Mais ce qui est intéressant, c'est cet objet comme regard vers l'avenir, parce que c'est quand même le thème qui nous réunit tous ici. Est-ce que cet objet tiendra ses promesses? Je vais vous dire très sincèrement, je n'en sais rien. Ça se trouve, dans 5 ans, on n'en parlera plus de cette histoire. Ça m'étonnerait un peu pour plein de raisons, mais en tout cas, on n'en parlera pas comme on en parle aujourd'hui. Et vous l'avez bien dit, il a été précédé, cet imaginaire, par déjà des propositions concrètes. Second Life, c'était déjà une forme de réalité virtuelle qui est devenue un désert d'hommes, un désert d'êtres humains. La réalité augmentée par les lunettes, mais il y a déjà eu les Google Glasses, et c'était un four. Alors, quelquefois, on a raison trop tôt, mais ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'en ayant fait déjà un certain nombre d'entretiens avec des spécialistes de la question, y compris chez Meta, je leur ai posé, parce que moi, je suis sociologue, je ne suis pas spécialiste de ces questions. J'essaie juste de comprendre. Et l'enjeu économique fondamental, c'est de ça, dont tout va dépendre probablement. On a effleuré la question, c'est l'économie qu'il va y avoir derrière ça. Et pour qu'il y ait une vraie économie forte, il faut que les objets que vous achetiez, par exemple une paire de chaussures ou je ne sais, un appartement ou un meuble, soient transférables d'une alvéole à l'autre, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'interopérabilité. Ce que nous pouvons faire avec nos téléphones portables. Vous avez beau avoir une marque, ceci Apple et l'autre Samsung ou je ne sais pas quoi, vous pouvez vous envoyer des textos. Ils sont interopérables. Là, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc vous ne pouvez pas avoir une économie fiable et solide tant qu'il n'y aura pas cette grande fusion. Et alors je m'arrête là, mais j'ai posé la question, parce que je pense que ça vous intéresse tous. Est-ce que cette grande fusion, elle aura lieu de toutes ces alvéoles? Et si elle a lieu, quand? Évidemment, ce sont là que des spéculations, mais la plupart des réponses que j'ai obtenues conjecturent que cela n'arrivera pas avant 10 ans, au minimum. Donc on a encore le temps de rêver sur ces univers, et ils ont largement le temps de s'effondrer avant de devenir tout à fait réels. Alors, justement, l'économiste Pierre Bentata, racontez-nous concrètement maintenant à quoi ça sert, quelles opportunités de valeur. On va partir de quelques exemples et vous allez me dire justement comment les marques peuvent s'en emparer, comment les entreprises peuvent s'en emparer.
Vous citiez, Gérald Bronner citait il y a quelques instants des chaussures. C'est vrai qu'on voit Nike, on voit Adidas, qu'on ouvert des magasins virtuels dans le métaverse, Dolce & Gabbana par exemple aussi. Comment les marques, comment les distributeurs doivent s'en emparer? Et pour tous ceux et celles qui sont dans la salle, comment peuvent-ils justement aller visiter, profiter de ces magasins virtuels? Je cite un chiffre de Bloomberg qui valorise ce marché à, alors ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, 800 milliards de dollars d'ici 2024, c'est-à-dire l'an prochain. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Enfin, en tout cas, on voit que c'est une énorme puissance. Pierre, racontez-nous, donnez-nous des exemples. Alors, je vais vous décevoir. Pourquoi je ne peux pas vous donner d'exemple? Pourquoi je ne peux pas vous dire ce qu'elle devrait faire? Parce que si je le savais, je ne serais pas là. Je serais en train d'essayer de gagner potentiellement des milliards et de m'effondrer potentiellement aussi. Mais pour une autre raison, c'est qu'on voit apparaître des marchés qui sont des marchés complètement disruptifs, ou en tout cas qui se veulent très disruptifs, et par définition, on ne sait pas ce qui se passe sur ce genre de marché. Je vous donne juste un exemple pour bien comprendre même la difficulté pour ceux qui essayent de pénétrer ces marchés, de ces grosses entreprises, de gagner de l'argent. Essayez de vous souvenir la première fois que vous avez eu une publicité de la tablette, de l'iPad. Si vous vous rappelez de la pub, on vous disait, ce que vous disait Apple, on a vu qu'il y avait des smartphones, on avait créé l'iPhone, ça a super bien marché, on a des ordinateurs, et on a vu qu'entre les deux, il y a un truc. Débrouillez-vous avec. Et la pub ne vous donnait rien, aucune information. Personne ne savait à quoi ça pouvait servir. Et les gens d'Apple non plus. Et puis aujourd'hui, on voit que ça s'est vraiment démocratisé, qu'en fait, c'est utilisé principalement par des professionnels, que ça facilite la communication en entreprise, mais c'est une découverte. Et ici, vous avez un nouveau marché qui vous amène à cette forme de processus de découverte. On n'en sait rien. On voit qu'il y a des techniques qui fonctionnent. Et on est capable de prédire un peu quels sont les problèmes que ça peut poser. Mais concrètement, comment les entreprises vont s'en emparer, tout dépend de la façon dont les utilisateurs vont le faire. Je vous en donne juste un exemple pour voir la difficulté, encore une fois, d'être capable de prédire, même pour une entreprise. Le cas de TikTok. Alors, ne me demandez pas à quoi ça sert, j'en ai aucune idée. Même moi, ça y est, je suis outdaté là-dessus. Mais TikTok, qui est un réseau social d'échange, de partage de vidéos très courtes, au départ, c'était quelque chose qui était censé être de l'ordre du loisir. Or, aujourd'hui, TikTok est en train de concurrencer Google parce que les gens l'utilisent comme un moteur de recherche. Comment ils l'utilisent comme un moteur de recherche, c'est assez étrange, mais quand vous cherchez un restaurant, plutôt qu'aller chercher sur Google, ils vont aller voir sur TikTok quelles sont les vidéos qui parlent de ce restaurant. Mais donc, ça veut dire que les recettes publicitaires de Google sont détournées et vont chez TikTok. Et ça, c'est les utilisateurs qui ont décidé. La technique de départ de TikTok n'a pas bougé. Donc, comment les entreprises vont faire, je ne sais pas. En revanche, ce qui va se passer, c'est que ça change beaucoup de choses au niveau de nos interactions et au niveau du droit. On parlait de NFT et de blockchain. La blockchain, c'est un moyen d'avoir l'assurance que des contrats sont sécurisés et une assurance qui soit quasiment inviolable. Mais ça a une implication particulière, c'est qu'il y a plein d'intermédiaires dont on n'a plus besoin. Et notamment, il n'y a plus besoin d'avoir confiance dans le droit. On a confiance dans la technique. Le code remplace le droit. Il y a des avocats spécialisés dans les contrats signés dans le métaverse pour les artistes. Mmh. Oui, mais en fait, si ça marche, ils sont voués à disparaître. C'est toute la spécificité d'un système pareil. Le pire, c'est, imaginez ce que fait le notaire aujourd'hui. Le notaire, il est en charge de vérifier l'exécution et le contrôle et la traçabilité de la propriété sur des dépenses qui sont importantes. La blockchain, elle rend le notaire simplement obsolète. Et dans une approche qui est très particulière et qui a un impact anthropologique vraiment fort, à mon avis, c'est que la technologie vient nous rassurer, ce qui suppose qu'en réalité, on n'a plus du tout besoin de se faire confiance. Et que dans un monde alter-ego complètement virtuel, finalement, la défiance est telle qu'il faut passer par du code pour essayer de mieux de se garantir une approche qui est coopérative. Ça, on y reviendra justement. Mais je voudrais qu'on continue à visiter et à voir tout ce qu'on peut faire dans le métaverse. Tout à l'heure, Robin, tu citais, et reprends le micro s'il te plaît, Robin, The Sandbox. The Sandbox, mais il se fait que j'ai rencontré l'un de ses responsables il y a quelques mois, il m'a fait visiter. Je crois qu'il y a 3-4 millions d'utilisateurs, bon, ce qui n'est pas beaucoup pour l'instant. C'est une plateforme qui est à la fois un parc à thème, qui est à la fois un centre commercial, salle de concert, jeux en ligne, réseau social. Il a déjà attiré 200 marques. On voit AXA, on voit Carrefour, on voit Warner Music. Raconte-nous justement, Robin, qu'est-ce qu'on peut trouver dans The Sandbox? À quoi ça sert pour une marque d'être dans ce type de centre commercial virtuel? À faire plaisir au directeur général.
Non, mais encore une fois, c'est 3 à 4 millions d'utilisateurs, c'est 3 à 4 millions de personnes qui ont créé un avatar sur Sandbox. C'est pas des utilisateurs confirmés sur le réseau social. Et encore, et vraiment, j'aime beaucoup l'équipe. À la base, c'est des Français, donc c'est un très beau projet. Il n'y a pas du tout de critique du projet, mais juste la diffusion d'une technologie aujourd'hui se mesure pas même à 3 ou 4 millions d'utilisateurs. C'est ridicule. Aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux qui ont plusieurs milliards d'utilisateurs réels tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc avoir 3 à 4 millions de personnes qui se connectent à une application, sans aucune critique de la part de ce réseau, mais c'est très très faible. Ça ne montre pas du tout une adoption de masse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu vraiment, et c'est là où c'est intéressant cette histoire de métavers, c'est qu'il y a peu de technologies qui arrivent à créer autant de FOMO, comme on dit en anglais, donc de peur de passer à côté de l'opportunité, que celle du métavers. Vraiment, dans les grands groupes, c'est très rare de voir tout d'un coup tout le monde, et les chefs d'entreprise, s'exciter autour de ça. Donc il y a vraiment eu un effet de mode qui a été très puissant et qui doit nous interroger. S'il y a eu un effet de mode aussi puissant pour une promesse qui, au final, se révèle un peu éventée, c'est bien qu'il y a du désir quelque part pour ça. C'est bien que c'est quelque chose qui a réussi à exciter un peu l'imaginaire. Donc il y a forcément quelque chose qui est derrière. Comme ça a été dit, pour l'instant, on n'a pas du tout de métavers unifié, on n'a pas de définition unifiée. On a des technologies, des petites briques qui arrivent. On a cette brique, encore une fois, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. On a ces briques que vous avez de blockchain aussi, mais qui ne sont pas du tout que liées. C'est-à-dire que c'est adjacent, mais la blockchain vit en dehors du métavers. Mais on voit des petites briques qui peuvent commencer à dessiner un petit peu ce que sera cet univers final, qui a été très largement, et ça a été dit par Gérald Bronner, c'est que ça a été très largement popularisé dans la mythologie et dans la culture. Il y a un film qui s'appelle Ready Player One, qui a eu un énorme succès sur ce que pourrait être un métavers où au final les gens vont trouver un peu de bonheur qu'ils ne trouvent plus dans la société réelle parce que leurs conditions matérielles se sont très dégradées, donc un peu en mode paradis artificiel. Et donc on voit bien qu'il y a un imaginaire derrière tout ça. Les technologies ne sont pas là, les briques technologiques par contre existent, commencent à se concrétiser. Et moi je suis toujours très méfiant vis-à-vis des gens qui disent ou qui se rassurent en se disant oui mais la technologie n'est pas prête. Oui, la technologie n'est pas prête, mais les évolutions, on voit bien qu'on a cassé les frontières de la physique à chaque fois, toutes les années, et qu'on n'a aucun problème à ce que si c'est une question de puissance de calcul, on sait à peu près qu'on réussira à miniaturiser les processeurs qui iront demain dans des lunettes ou dans tout autre objet qui permettra de se connecter à ça. Donc on ne peut pas seulement compter sur le fait que la technologie ou le hardware n'est pas prêt. On voit bien qu'on arrive quand même à dépasser ces contraintes purement matérielles. Le sujet, c'est est-ce qu'il y aura des usages derrière ? Et s'il y a des usages, dans quelle mesure ils vont transformer la société ? Raphaël Dohan, est-ce qu'on est dans une période charnière et quels nouveaux usages immédiats, intéressants, lucratifs éventuellement, vous voyez émerger rapidement ? Oui, je rejoins tout à fait ce qu'a vient de dire Robin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des usages. Et en fait, des usages, il y en a déjà, et c'est dans le secteur qui a déjà été mentionné, mais ce sont les jeux vidéo, en fait. Parce que je pense que beaucoup de plateformes comme Sandbox, Decentraland et d'autres plateformes qui se prétendent être des métavers aujourd'hui, en fait, ont mis vraiment la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils ont fait un univers plutôt moche, dans lequel ils disent vous pouvez acheter des terrains grâce à la blockchain, et ensuite on peut demander qu'est-ce que je vais y faire dans cet univers. Ah ben, vous avez acheté un terrain, maintenant vous pouvez le revendre. Mais en fait, il n'y a rien à y faire. Et c'est vraiment, et donc, alors que, évidemment, il y a des milliards de gens, par contre, qui jouent à des jeux vidéo tous les jours dans le monde. Et donc, qui sont déjà dans un univers virtuel qui est en général mieux fait, qui est plus intéressant, et où il y a quelque chose à faire. Et qui n'est pas seulement, en plus, forcément tuer des zombies. Il y a des jeux qui sont quand même beaucoup plus avancés et complexes comme utilisation, comme usage et comme référence que ce genre de choses. Et donc, en fait, les acteurs qui jouent le plus sur le métavers aujourd'hui et qui, je pense, vont en sortir gagnants. Alors, il y a le pari de Meta, effectivement, qui est de dire ça va être la réalité virtuelle va être le hardware principal pour accéder à ces expériences. Et donc, nous, on met à fond dans le développement de nouveaux casques de réalité virtuelle. Donc, c'est 15 milliards par an, quand même, d'investissement de la part de Meta dans ces technologies-là. Mais il y a tous les autres, comme notamment une société qui s'appelle Epic Games, qui est un des plus gros acteurs du jeu vidéo dans le monde aujourd'hui, qui est à la fois la société qui fait le jeu vidéo Fortnite. Donc, vous avez peut-être entendu parler, si vous avez des petits-enfants, ou des petits-enfants, ou des neveux qui jouent aux jeux vidéo, parce que c'est le jeu le plus joué au monde aujourd'hui. Et cette société Epic Games a également autre chose qui est le moteur de jeu qui s'appelle Unreal et qui est en fait un logiciel pour faire des jeux, mais qui est le meilleur logiciel pour faire des jeux aujourd'hui et qui pour faire non seulement pour faire des jeux mais aussi pour faire les effets spéciaux de Star Wars par exemple maintenant et pour faire des pubs et pour faire en fait tout ce que vous pouvez imaginer comme visualisation 3D dans tous les domaines. Et en fait, c'est un moteur qui permet de faire des images photoréalistes. Vous pouvez parfois ne pas savoir si une image qui a été faite avec ce moteur était filmée ou était
construites en 3D. Et donc en fait, je pense que c'est vraiment par le jeu vidéo et par ce genre d'acteurs-là que va se construire le métavers au fur et à mesure, et pas du tout par l'idée de mettre d'abord un endroit où on peut acheter et spéculer. On parlera de la musique aussi dans un instant, juste un mot Pierre. Oui, juste, tu as tout à fait raison. Ce qu'on voit quand même émerger, c'est vraiment énormément de petits secteurs de l'industrie du loisir. Et notamment le Covid a poussé vachement ça. On a des concerts qui se passent dans le métaverse. On a des gens qui achètent des maisons dans le métaverse pour quelques milliers d'euros et qui font payer l'entrée pour faire des soirées avec des DJ là-dedans. Et parce qu'on a ça, on a des gens qui s'installent à côté. Et donc, ça crée une forme d'inégalité où les gens qui sont le plus loin du secteur qui est le plus animé culturellement dans le métaverse se retrouvent à avoir des bâtiments en pixels qui coûtent moins cher qu'ailleurs. Donc, on a quand même une forme de microéconomie qui se crée. Alors, c'est dérisoire, c'est minuscule, c'est pas... Il y a des architectes d'intérieur pour le métaverse. Oui, et ce sont des graphistes, il y a des designers spécialement pour le métaverse qui reprennent totalement un appartement. Par exemple, des Air Jordan en NFT pour être sûr d'avoir bien les vrais Air Jordan. Alors, avec une définition bizarre de la propriété, c'est qu'on peut toujours faire des copier-coller. Vous ne pouvez pas transformer, par exemple, une armoire que vous auriez achetée dans le métaverse, mais vous en êtes quand même propriétaire et tout le monde s'en aperçoit. Donc, il y a quand même une forme de microéconomie, de proto-économie. Là où ça changera vraiment les choses, c'est si, par exemple, cette industrie de la culture, elle se met à embaucher des gens qui bossent à plein temps eux-mêmes dans le métaverse. Parce que là, on aura la fameuse confusion des genres dont nous parlait Robin, où finalement le métaverse sort du numérique et vient sur le monde réel. Il y a des nouveaux métiers qui se créent. On prend juste un exemple. Le patron de Sandbox que je voyais il y a quelques mois, il me racontait Snoop Dogg. Alors Snoop Dogg, c'est un ami, hein. Non, je rigole. Snoop Dogg, un artiste californien, il dit à un moment, j'ai envie de faire un concert chez moi. Bah, évidemment, il n'allait pas le faire avec des milliers de fans qui arrivent dans son salon. Et il explique au patron de Sandbox, il dit, voilà, j'ai envie de faire un concert chez moi. J'ai des beaux meubles. Il adore les meubles, Snoop Dogg. J'ai des beaux meubles, j'ai des voitures. Et je veux qu'on reconstitue. Faisons un univers spécial pour reconstituer mon appartement avec mes meubles, mes voitures. Ok, super. Ils ont vendu 1000 places de concert à $1000. C'est parti en 12 secondes et demie à peu près pour un concert dont on ne savait même pas quand il aurait lieu. Voilà. Snoop Dogg, c'est un artiste qui a vendu des millions et des millions de titres, qui est riche à merveille, bien sûr. Mais Raphaël, pour des artistes, j'allais dire, plus confidentiels, par exemple, est-ce que le métaverse, c'est un endroit justement où on peut commencer à se faire connaître, à se faire découvrir, on peut aller faire un morceau, et moi, consommateur, acheter un morceau et dire voilà le nouveau titre de Raphaël Dohan, artiste tout en devenir, et ben j'ai acheté un titre de lui. Et puis je pourrais le revendre après. Alors il y a deux choses différentes, mais je trouve que c'est toujours le même problème. Quand on parle de métavers, c'est la différence entre les NFT, la crypto, la blockchain, et la partie réalité augmentée, réalité virtuelle, et simulation 3D. Ce qui sont vraiment, pour moi, deux choses conceptuellement séparées, même si ça peut se rejoindre parfois. Donc évidemment, les NFT, ça peut servir à des artistes pour se mettre en valeur. Cela dit, moi je pense que c'est pas du tout indispensable non plus, et que c'est pas une technologie qui sera forcément nécessaire à l'arrivée d'une économie plus décentralisée ou plus favorable aux créateurs. D'abord parce que... Mais est-ce que ça permet de s'affranchir peut-être de certains intermédiaires ? Ça peut, mais en fait, Internet fait déjà ça. Vous pouvez déjà acheter des commandes, des impressions de peinture, des choses comme ça sur Internet par des plateformes qui existent et qui n'ont pas du tout de blockchain. En revanche, il y a une chose qui pourrait être intéressante, par exemple, du point de vue plutôt réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est pour un créateur de mode qui n'a pas encore accès à une boutique, où les gens ne peuvent pas encore essayer ses vêtements, et où, de toute façon, c'est toujours le problème aujourd'hui de l'achat de vêtements en ligne. Vous ne pouvez pas savoir vraiment si ça va vous aller jusqu'à ce que vous le receviez. On peut imaginer que bientôt, puissiez prendre votre téléphone ou des lunettes de réalité augmentée, regarder dans le miroir, et vous voir dans le miroir avec le vêtement qui vous va, qui est ajusté à votre taille, etc., et voir si ça vous va ou pas. Ça, c'est quelque chose où justement les technologies de jeux vidéo peuvent s'appliquer. Ça existe quasiment, c'est pas encore tout à fait. Oui. Pour que ce soit utile, il faut vraiment que ce soit parfait dans la simulation physique du vêtement sur votre corps. On n'est pas encore exactement à ça, mais ça va arriver très bientôt, je pense. Et là, c'est quelque chose qui, pour un créateur qui n'a pas justement la surface pour pouvoir se déployer partout, en revanche, peut beaucoup aider à la création. Donc je pense que c'est plutôt les outils qui vont vraiment avoir des usages concrets pour mettre en valeur une création artistique que ça va servir, plus que dans l'aspect purement, disons, financier derrière, où là, je pense que il y a plein de choses imaginables qui ne reposent pas forcément sur le métavers ou la blockchain. Mais le monde de l'entreprise a des raisons d'investir le métaverse. Pierre, Aurélie, Robin, Pierre.
Oui, elle a notamment l'industrie du jeu, mais par l'intermédiaire du jeu, en fait, transformer la quasi-totalité des interactions numériques qu'on a en leur donnant un angle qui est un angle de loisir. Et ça, elles ont intérêt parce qu'en fait, on est très réceptif à ça. Regardez les applications d'autosurveillance ou de suivi que vous utilisez. Je ne sais pas si vous faites attention combien d'heures vous marchez, combien de pas vous faites, ce que vous mangez. On s'aperçoit qu'on est très réceptif à ces tout petits smileys ou ces petites notifications qui vous disent « Ah, bravo, vous avez bien réussi » ou « Là, vous avez raté ». Le fait d'avoir une réalité augmentée permanente va renforcer ça et donc facilite pour des entreprises de la vente ou des façons de faire de la pub et de nous orienter dans nos choix, en se rappelant à chaque fois à nous, par l'intermédiaire de ces trucs rigolos. Si vous avez en permanence des lunettes connectées et que vous voyez, je sais pas moi, des Pokémon qui vous demandent d'acheter des trucs, vous allez peut-être être plus réceptif à ça et avoir tendance à davantage les acheter. Donc, il y a un intérêt pour l'industrie, c'est qu'ils connaissent bien maintenant les mécanismes de nos cerveaux, ils savent bien comment on peut être biaisé, et ils peuvent utiliser ça pour faciliter une industrie qui est tournée de plus en plus vers la pub. J'ajoute quand même qu'il y a quand même une résistance qui vient du numérique lui-même. Tim Berners-Lee, par exemple, qui est vraiment l'inventeur du web, essaye, lui, de fabriquer un web qui serait un web entièrement bloqué en termes d'utilisation des données, et dans lequel le financement par la pub ne pourrait pas marcher à moins que nous, on le désire. Donc, mais toute la difficulté là, c'est de créer un langage qui soit compatible avec le web actuel. Mais on a quand même des mouvements qui sont très différents. Il y a une vraie révolution numérique, et c'est très difficile de savoir vers où on va aller, où on s'oriente. Aurélie? C'est toujours difficile, comme le dit Gérald, de se projeter complètement dans l'avenir, de dire il va se passer ça et pas autre chose. En tout cas, c'est vrai qu'on peut voir le métavers comme une extrapolation en fait de ce qu'on fait déjà avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'initialement, les réseaux sociaux ont été faits pour connecter les gens. Puis ensuite, on a commencé à mettre du contenu, à parler de news, d'actualité. Puis ensuite, les marques ont pris en main ces réseaux sociaux à des fins marketing, commerciales, d'influence, etc. De vente aussi. Et donc, on peut tout à fait imaginer que ce que les marques font aujourd'hui avec les réseaux sociaux, elles vont le faire de manière décuplée dans le métavers. Et puis, il y a d'autres industries, l'industrie de l'éducation, l'industrie de médicale, on n'en parle pas assez, pour traiter certaines pathologies, pour traiter la solitude, la dépression, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le métavers, c'est un mot, il faut toujours penser à... Donc, une fois qu'on a parlé des réseaux sociaux et que c'est l'extrapolation des réseaux sociaux pour des marques, on peut aussi, du coup, extrapoler tous les soucis non résolus encore actuellement dans les réseaux sociaux, et puis les choses bien aussi. Mais si on s'intéresse aux choses qu'on a envie de fixer, toutes les choses qu'on voit aujourd'hui de l'impact sociétal ou impact écologique, je pense beaucoup à l'impact sociétal, pour le coup, dans les réseaux sociaux, que ce soit du cyberharcèlement, que ce soit de tous les sujets qu'on a, la théorie du complot qui sont vitement partagées, la propagation des fausses nouvelles, etc. C'est des choses qui vont davantage être marquées, au même titre tout ce qui est collecte de data à caractère personnel à des fins commerciales pour se nourrir un modèle économique de ces plateformes va être décuplé aussi dans le métavers, puisqu'on va avoir une granularité en fait de ces données comportementales beaucoup plus fines. Voilà, donc c'est pas mal de choses. En fait, je me dis toujours, chaque révolution apporte des avantages, des bénéfices, des menaces, et donc il faut arriver à tout mesurer. Et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi l'impact écologique, bien évidemment, de ces univers. Qui bouffe évidemment beaucoup de capacité énergétique. Gérald Bronner, Robin Rivaton, quelle bonne utilisation du métaverse, qui est évidemment tout en devenir, bien entendu. On dit que c'est un Internet plus créatif, plus sécurisé. Évidemment, comme c'est quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'est encore même pas, centralisé, donc il y a zéro régulation. Gérald, Robin? Si, il y a déjà de la régulation, en tout cas de la modération. Il y a des réseaux sociaux dans le métavers, hein, par exemple Horizon de Meta ou VRChat, par exemple, où vous pouvez rencontrer des gens. Et donc, j'ai l'impression que ces entreprises, je pense à Meta, elles sont terrorisées à l'idée que les dégâts qu'on observe déjà dans les réseaux sociaux, par exemple les questions de harcèlement, puissent se transférer dans ces univers virtuels. Et pourquoi sont-elles terrorisées par cela? Parce qu'on imagine bien qu'un effet d'harcèlement va être beaucoup plus puissant dans un univers immersif. D'ailleurs, si vous y avez déjà mis les pieds, ça fait bizarre de voir un avatar s'approcher de vous. Mais ils ont déjà conçu toute une série de choses. C'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur un bouton et vous retrouver dans un safe space, c'est-à-dire dans un espace où personne ne vous voit. Et si je spécule un peu, dans Horizon, les avatars n'ont tout simplement pas de jambes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'organes génitaux, en réalité. Vous voyez, c'est très enfantin, tout le design est très cartoonesque, et donc moi je crains plutôt la surmodération dans cet univers. D'ailleurs, quel que soit le jeu, vous êtes obligé de signer des déclarations, ce qu'on ne fait pas habituellement dans d'autres jeux vidéo, même quand ils sont en ligne, de ne pas agresser les autres, de vous comporter bien, etc.
le bon usage, en tout cas, si on spécule, on essaie de le faire, c'est un jeu, hein, on ne sait pas, encore une fois, ce qui va se produire, mais ce que peut vraiment apporter, à mon avis, l'univers virtuel, c'est la possibilité pour nous tous de vivre des expériences que nous ne pourrions pas vivre dans la vie d'aujourd'hui. Par exemple, une des belles expériences que j'ai pu faire, moi, avec le casque, c'est tout simplement de me retrouver en apesanteur autour de la Terre. Ça, c'est absolument fabuleux. Alors évidemment, c'est sans doute pas aussi fort, même à coup sûr, que la vraie expérience. Mais du moins, ça m'a permis de réaliser un tout petit peu un rêve que je sais qui est hors de portée. Les concerts, j'ai vu 1 ou 2 concerts, on a quand même l'artiste juste devant nous. Il y a une impression de proximité étrange, de complicité. Est-ce que ça manque pas un peu d'authenticité, pardon, mais chacun. Un artiste pixelisé qu'on voit dans un écran, ça remplacera pas le concert. J'ai une impression, si vous voulez, de proximité, mais je pense que chacun le vit à sa façon. Puis il y a encore des progrès technologiques, mais surtout, il y a d'autres types d'expériences qui sont déjà à l'œuvre. Alors Aurélie l'a dit, par exemple, en termes thérapeutiques, ça nous permet d'avoir des expériences et de les apprivoiser. Moi, j'ai eu à expertiser, par exemple, des articles sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour traiter des phobies. Par exemple, le vertige. Et ça fonctionne assez bien, tout simplement parce que vous savez, quand vous êtes atteint de vertige et que vous êtes dans un univers virtuel, que ce n'est pas le vrai vide. Donc ça vous fait peur, mais un peu moins peur. Et donc on peut y avoir des thérapies comportementales qui fonctionnent. Et je m'arrêterai sur ce point, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais c'est un élément sur lequel il commence à y avoir pas mal de papiers et qui est assez fascinant, qu'on appelle l'effet Morpheus. Et qu'est-ce que c'est l'effet Morpheus? C'est le fait, en fait, d'incarner un avatar qui a des formes d'identité qui sont très différentes des vôtres dans la vie réelle. Par exemple, vous pouvez jouer une femme, ou moi qui suis un homme blanc, je peux jouer un homme noir, par exemple, etc. Et évidemment, les chercheurs se sont demandé qu'est-ce que ça produit. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, je parle avec beaucoup de prudence parce que je crois qu'il faut attendre beaucoup plus de données pour être certain, mais apparemment, il y a des perturbations de notre rapport identitaire. Par exemple, ça peut inhiber certains stéréotypes offensants. Ça peut limiter certains stéréotypes de genre. Alors, je ne sais pas s'il faut en avoir un usage social, mais en tout cas, c'est tout à fait fascinant. Il y a même une expérience qui a été faite où on a fait incarner ceux qui jouaient l'avatar d'Albert Einstein. Et on a pris un autre échantillon de gens qui incarnaient un avatar normal. Et il se trouvait que ceux qui incarnaient Albert Einstein étaient plus performants pour résoudre des problèmes de logique que d'autres dans le temps du laboratoire. Tiens donc. Ça, c'est assez fascinant. Ouais. Robin, un mot, Robin, et puis les questions de la salle, s'il vous plaît. Robin. Non, mais sur les conséquences sociales de ces métavers, j'ai envie de dire, puisqu'on l'a dit, ils sont quand même relativement pluriels aujourd'hui et on a du mal à voir ce que sera vraiment l'aboutissement technologique de cette transformation d'Internet. Je pense que moi, il y en a une que je partage avec Gérald Bronner, qui est quand même le sujet de la surmodération. Moi, je pense que la technologie, et après c'est très subjectif comme vision, mais je pense que la technologie de la réalité augmentée est plus à même encore de transformer nos sociétés que la réalité purement virtuelle, puisque dans la réalité virtuelle, on est un autre, on n'a pas cette connexion avec le réel, et donc quelque part il y a moins de conséquences, on peut préserver une forme d'anonymat, il y a moins de conséquences de ces actes, et on le voit bien avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Dans la réalité augmentée, c'est vraiment la fusion entre le vrai monde et le virtuel. Et la crainte que j'ai, qui est une crainte très forte, c'est qu'on ait progressivement un recul très fort, si ce n'est une disparition de la confidentialité, de l'anonymat dans nos sociétés à cause de ces technologies, et qu'il y ait en réaction une autocensure permanente. Autocensure qu'on observe déjà dans un certain nombre de compartiments d'Internet, et qui est en fait une autocensure qui serait radicalement hostile à la liberté d'expression, puisque la liberté d'expression, c'est effectivement le droit de pouvoir exprimer ses opinions dans le cadre donné par la loi, mais de ne pas être jugé par un tribunal populaire ou par quelques personnes si j'exprime des opinions qui ne sont pas perçues comme correctes ou majoritaires. Et le vrai risque qu'on puisse avoir, c'est vraiment ce recul de la privacy, de la confidentialité dans l'espace public, et donc une montée très forte de l'autocontrôle. Et qui dit montée de l'autocontrôle dit perte de la créativité. Nos sociétés sont aussi constituées sur le fait qu'à un moment, il faut avoir des désaccords, il faut être capable de s'engueuler, il faut être capable de pouvoir avoir des opinions contestataires, et ainsi de suite. Sinon, on ne peut pas avoir une société, si elle évolue pas et qu'elle est régie seulement par un fait majoritaire d'opinion, on ne va pas aller très très loin. Et c'est vraiment ça qui, de mon point de vue,
est la plus grande menace, en tout cas celle que je vois dans ces univers-là. Pierre, non, pas d'accord? Le recul de la privacy ou pas, non? Alors, on a en économie, très rapidement, il y a un courant qui a été vraiment, enfin un paradoxe qui a été étudié qui s'appelle le privacy paradox. Et on s'aperçoit bien que quand on demande aux gens, vous voulez faire attention à vos données, vous voulez protéger votre confidentialité, tout le monde nous dit, ah oui, bien sûr, c'est super important. Et dès qu'on les lâche sur Internet, ils dévoilent exactement tout ce qu'ils voudraient garder secret. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne le système et qu'à mesure qu'on leur apprend, finalement, ils sont capables de faire la part des choses et ils finissent par en donner quand même des informations. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet par ce problème de confidentialité, à condition que les gens comprennent comment fonctionne le système. Il faut les aiguiller pour qu'ils comprennent ce qu'ils font et pourquoi leurs données sont utilisées. Mais je ne suis pas très inquiet pour la confidentialité parce que j'ai l'impression qu'on surestime la volonté des individus à cacher leurs infos. Alors que typiquement sur Facebook, on observe que la première raison pour laquelle les gens y vont, c'est pour se dévoiler. Donc on ne peut pas en même temps se dire on va les protéger, on va protéger leur confidentialité, alors que c'est ça qui leur fait sécréter carrément de l'endorphine. Allez, question dans la salle de tous âges, s'il vous plaît. Allez, monsieur, une question courte, hein, on va essayer d'en prendre un maximum. Monsieur, et après, ça sera juste devant, là. C'est une question pour monsieur Bronner. Dans votre ouvrage Apocalypse cognitive, vous expliquez que la catastrophe qui arrive était due à un usage trop prolongé des écrans. Que pensez-vous de ces nouvelles techniques qui entraînent encore une utilisation plus prolongée des écrans, en particulier vers les jeux vidéo? Merci, monsieur. Donc, on me dit que je dois être très court. Excusez-moi si je suis un peu décevant. Mais en fait, c'est un fait que la grande partie de notre disponibilité mentale, ou en tout cas une plus grande partie, année après année, est absorbée par ce qui se passe sur les écrans. Donc, ça dépend de ce qui se passe sur les écrans. Il y a des choses de qualité qui s'y passent, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on observe. Ce qu'on peut craindre, en effet, avec la réalité virtuelle, c'est que ça soit un accélérateur d'aspiration de notre disponibilité mentale, si ces univers sont vraiment attrayants. Ben, vous avez vu que dans notre débat, on ne sait pas encore s'ils seront assez attrayants pour accélérer ce que j'ai appelé en effet une apocalypse cognitive. Monsieur, représentant de TikTok devant, influenceur sur TikTok. J'aimerais bien, la société. Moi, il y a une déviance qui me fait assez peur. C'est, comment dire, le développement d'une forme de crédit social, on va dire. C'est-à-dire que déjà, chez les jeunes aujourd'hui, les jeunes de mon âge, notre statut social est vachement déterminé par notre nombre d'abonnés, notre nombre de likes, de j'aime, etc. Et dans le cadre du Metaverse, les deux pourraient être liés. C'est-à-dire qu'on pourrait tout de suite avoir accès à notre profil sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on est suivi, est-ce qu'on est populaire ou pas? Et avoir accès à ça directement. Et donc, du coup, lier ces deux, la réalité et le virtuel, pourrait causer des dommages, en fait, je pense. Risque ou pas, Pierre? Oui, toutes les infrastructures, elles existent déjà pour qu'on ait un crédit social à la chinoise. Mais on n'a même pas besoin du métaverse. On est capable de vous pister. Vous allez 2 fois sur Google Maps, on connaît votre boulot. Enfin, on a déjà tout. La seule différence entre nous et la Chine, c'est que ce sont des entreprises qui pistent nos données pour faire du business. Alors que là-bas, c'est centralisé pour faire en sorte que les citoyens aient davantage confiance entre eux. Ce qui me fait vraiment peur là-dedans, ou la vraie menace là, que je partagerai avec vous, c'est le jour où c'est l'État qui met la main sur les données et qui est capable de centraliser celles des entreprises. Tant que ce sont les entreprises, elles peuvent faire des trucs scandaleux, mais on sait ce qu'elles veulent faire, du profit. Le contrôle social absolu d'un type crédit social, il est exercé à partir du moment où c'est l'État qui gère les données. Surveillez bien les librairies au mois de mars. Pierre est en train de préparer un livre sur ce sujet, n'est-ce pas? D'ici quelques semaines, quelques mois. Juste une micro-intervention. Le crédit social à la chinoise n'existe pas sous la forme qu'on le présente, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont beaucoup moins avancées que ce qu'on parfois on nous projette, et on nous projette une sorte de dystopie qui n'existe pas totalement, et heureusement quelque part. Ça ne veut pas dire que la volonté n'est pas d'y aboutir chez la part des autorités chinoises, mais il n'existe pas un crédit où tous les citoyens chinois sont notés et qu'il y a des pénalités s'ils ne traversent pas les rues. Ça n'existe pas. Voilà, alors, madame, ici, s'il vous plaît. J'ai une question pour monsieur Robin Rivaton. Eh bien, ça tombe bien, il a le micro. Il vient de parler. Voilà. Il ne m'entend pas. Si, Robin, il y a une question pour toi. Oui, monsieur Rivaton, vous avez parlé de la connexion avec le cerveau. Et ça me fait peur. De quelle manière ça agit? Et est-ce qu'on est forcément consentant Bien sûr, si vous mettez un casque ou des lunettes, vous serez consentant. Le sujet est très simple, c'est qu'aujourd'hui, on a une interface entre nos écrans et nous-mêmes qui sont nos mains. C'est-à-dire que j'envoie une information ici, elle arrive jusqu'ici et elle interagit avec l'écran.
beaucoup d'entreprises, j'en ai cité une, mais il y en a plein qui font ça, c'est pas du tout pour en cibler une. Beaucoup d'entreprises se disent qu'il serait plus simple d'aller chercher directement l'information d'où elle émane. Elle émane ici du cerveau, et donc on fait des encéphalogrammes toute la journée. On a énormément progressé sur notre cartographie du cerveau et la capacité à comprendre quand telle zone s'allume, c'est pour réaliser telle action. Et donc l'idée, c'est de dire, on pourrait à terme, mais encore une fois, c'est de la science là pour le coup, un peu plus fiction, qui est de se dire à quel moment on est capable de se séparer de l'intermédiaire qui est le pouce et la main pour directement regarder l'impulsion électrique que votre cerveau dit je veux ouvrir telle application. Mais donc il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contrôle mental là-dessus. On est vraiment sur quelque chose qui serait volontariste. C'est juste que c'est une technologie qui permet d'accélérer en fait la réaction. Tout le sujet, c'est que ces univers ne fonctionnent que si vous avez l'impression qu'ils vont assez vite. Si vous avez l'impression de lenteur, vous n'y restez pas une seconde. La vraie vie va très très vite. Et donc si il y a un lag entre l'action que vous prenez et ce que vous faites dans le métaverse, vous n'adhérez pas à ça. Et donc le sujet, c'est de réduire la latence entre ce que vous vivez, ce que vous voulez, et ce que l'univers, entre guillemets, vous renvoie comme information. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de latence, c'est assez lent. Allez, encore une ou deux questions et on se dit au revoir. Vous pourrez retrouver évidemment nos 5 amis sous le chapiteau après pour une séance dédicace de leurs meilleurs livres, bien sûr. Monsieur, question très courte, je vous le demande. Oui. Le 1er janvier de cette année, la capitale mondiale du métavers, c'était Séoul. Pour que Séoul puisse faire une mairie virtuelle. Mais pour cela, il vous faut une big technologie, c'est-à-dire au moins un 5G plus pour la communication. Pour la France, bien sûr qu'on utilise déjà le métaverse, par exemple, Simango, qui est une start-up de Rennes, mais ça vous fait à ce moment-là comment faire un massage cardiaque, comment faire pour les sages-femmes faire un accouchement. Et puis à Marseille, il y a un professeur qui utilise ça pour les femmes qui sont traumatisées par une agression sexuelle ou physique. Et grâce à cela, c'est déjà utilisé en France. Est-ce que, Raphaël, pardon, on peut en faire un outil de souveraineté on voit comment, jusqu'à présent, les grands géants sont aux mains des Américains, sont aux mains des Chinois. Est-ce que l'Europe a une carte à jouer en matière de métaverse ? Alors, pour en faire un outil de souveraineté, je pense que c'est déjà un peu tard. C'est-à-dire qu'en fait, les outils qu'on va utiliser pour faire justement le métavers, il y a donc les moteurs de 3D en temps réel, mais ça, on n'en a pas, en fait. Enfin, en tout cas, pas des gros en Europe, donc c'est plutôt des choses américaines. On a donc toute la partie hardware matériel, où là non plus... Alors, il y a quand même quelques startups qui commencent à y travailler en France, mais enfin, globalement, les gros acteurs sont également plutôt américains ou chinois, d'ailleurs. Il y a aussi une marque de réalité virtuelle qui s'appelle Pico, qui a été rachetée par la maison mère de TikTok. Donc, pour l'instant, on est plutôt mal parti. Et le troisième brique qui, moi, me paraît importante pour le métavers, peut-être plus encore que la blockchain, c'est l'intelligence artificielle, notamment pour faire de la synthèse d'images et donc de monde virtuel. Et là non plus, c'est pas forcément là où on est le mieux placé aujourd'hui quand on voit les dernières avancées qui sont faites. Donc, Pierre, vraiment... Ouais, je fais juste une prédiction, celle-là, j'en suis quasiment sûr. Il y a Théo Tapiero qui se trouve là, qui va vous annoncer le programme de la suite et qui me fait des signes. Il a raison, voilà, faut pas déborder. Voilà. Je vous fais juste Théo, t'es le meilleur. Autant je ne sais pas ce qu'il va y avoir en économie dans le métaverse, autant je suis sûr que ce ne sera pas nous les leaders. Et c'est pas lié du tout à la technologie. Ça s'appelle la réglementation européenne, le Digital Market Act va nous empêcher de le faire, le RGPD nous a empêché de le faire et on n'a pas de marché de capital risque. Donc ce ne sera pas nous. On aura juste le fonctionnement et les règles qui viennent des pays étrangers. Bon, est-ce que c'est plus clair le métaverse dans votre tête Est-ce que vous avez appris des choses ? Ouais, super. Alors on va applaudir, pardon, excusez-moi pour ma voix, Gérald Bronner, Aurélie Jean, Pierre Bentata, Raphaël Daon et Robin Rivaton. Bonne fin de journée. Je vous retrouverai tout à l'heure pour l'avenir de l'Ukraine.